Salut à toutes et à tous, ici Aurel de la Fosse à Piquette pour vous dire que dans la description vous pourrez trouver le lien vers la version audio de cette vidéo car on s'est dit on pouvait en faire un podcast. Là on tente des trucs, on lance la chaîne donc il y a des trucs qu'on va faire. Peut-être qu'on va pas continuer à faire juste des versions audio, enfin bref on verra bien. Sur ce, bon téléchargement, bon visionnage pour ceux qui ont envie de visionner et à la prochaine. Salut! La Fosse à Piquette tient à préciser que cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Lipton Ice Tea et par Milka. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible. Salut à toutes et à tous, c'est Aurel pour la Fosse à Piquette avec le joint et aujourd'hui on va parler de All-In et d'autres choses. On va blablater, on va se laisser aller et puis... Ouais, parce que c'est pas commentable comme un pay-per-view de la WWE, c'était pas pareil et surtout, on peut beaucoup plus difficilement critiquer les matchs. Voilà, Ils étaient tous bien. Ils étaient tous bien, on va revenir peut-être rapidement sur certains matchs, on va pas faire comme d'habitude avec un truc match par match. Voilà, on peut pas vraiment suivre linéairement puisque il y a pas grand chose à en dire. C'est bien, puis c'est bien, puis c'est bien. Par contre, ça va impliquer plein de choses. Justement en rapport avec la WWE directement. Ça pose pas mal de questions par rapport à cette indie américaine. Voilà, par où ça va. Et visiblement, ça va vers du très bien. Ça va vers du très bien. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, All-In, c'est un événement qui a été organisé par des membres du Bullet Club, qui est un des clans les plus puissants de ces dernières années dans le monde Les du plus catch. interminables, les plus infinis, ouais. Surtout mené par les Young Bucks, une équipe de deux frères qui sont à la fois fort sympathiques, et Cody Rhodes. Non, Cody maintenant, qui n'a Cody. plus le droit de s'appeler Cody Rhodes. Le mec s'est fait trademark son nom. Bien joué. Ils ont organisé un pay-per-view où ils se sont dit, plutôt que de faire un pay-per-view seulement Ring of Honor, seulement GPW, seulement autre chose, on va organiser un pay-per-view où on va inviter plein de mecs qui viennent de plein de fédés différentes. Voilà, on va inviter tout le monde, all-in, et ils ont invité tout le monde. Et ça valait le coup, parce que du coup, alors on a eu effectivement beaucoup de Ring of Honor, beaucoup de GPW, du NWA, du Impact. Quelques fédés mexicaines aussi. Ouais, il y a de la lucha underground, je crois. Enfin, en fait, il y a tout le monde sauf WWE. Oui. Quand tu vois qu'ils sont quand même allés jusqu'à chercher au Japon, puisque bon, on a eu du Okada, on a eu du Ibushi. du Ibushi, on est avec les méga, qui mine de rien est au Japon. Et ça valait le coup. Ça valait le coup, même dès le kick-off, parce qu'ils ont fait un petit kick-off, alors qu'ils n'ont pas appelé kick-off, ils ont appelé ça le Zero Hour. Oui. Oui. Ça c'est un peu... Bon. L'heure zéro, ouais. C'est assez rigolo. Le kick-off est assez sympa, surtout la Battle Royale. Ouais. Surtout que c'est incomparable en fait avec ce qu'on nous propose en kick-off à la concurrence. Parce que même sur la main card, on n'a pas eu une seconde de blabla. Non, pas eu une seconde de promo. On a eu des matchs. Et que des matchs. Les seules promos étaient intéressantes en plus. Il y a eu celle de Jericho. Oui, celle de Jericho qui est. Oui, bonjour Chris Jericho d'ailleurs, qui n'était pas prévu. Alors, pas de CM Punk. On est désolé pour les gens. Il l'avait dit, il n'a pas menti, CM Punk n'était pas là. Voilà, c'est. Le retour de CM Punk m'étonnait un petit peu. Il y a eu toutes les rumeurs. Il a dit lui-même que c'était faux, que voilà, il aurait pu dire ça exprès pour cacher son retour, mais il veut plus catcher, c'est bon. Voilà, mais en plus, il s'est légèrement engueulé avec Cabana. Donc, vu qu'il était là, du coup, ce soir-là, donc il avait toutes les raisons de ne pas venir, en fait. Très honnêtement, dans la scène indie, je préfère regarder Colt Cabana que de ramener CM Punk. Non pas que je n'aime pas CM Punk, mais pour moi, Colt Cabana a un plus gros potentiel sympathie pour les gens et c'est aussi un très bon catcheur. Ouais, parce que mine de rien, ça pose la question, est-ce que ça vaut le coup qu'il revienne CM Punk? Parce que, bon, il est très bon, il y a rien, mais est-ce qu'il arrive vraiment une place bien pour lui? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste le refourguer en mid-quart d'heure à la Ring of Honor, on peut pas... il sera obligé d'être dans la top card. S'il va directement dans la top card, est-ce que
ça fait pas dégueulasse pour certains autres? Est-ce que... Ça va rager. Si il arrive directement en top card, ça va rager pour les catcheurs qui sont là depuis longtemps et qui méritent une top card depuis longtemps. Des gars qui sont à Ring of Honor depuis 10 ans, ça doit les emmerder de voir un mec arriver directement en top card juste parce qu'il était WWE avant, quoi. Donc, ouais, moi ça me dérange pas de pas avoir vu CM Punk. Voilà, je suis content d'avoir vu Chris Jericho. Si CM Punk avait été là, j'aurais été content aussi, mais c'est. Ah oui, bah oui, alors ça c'est pas là, c'est sûr que ça aurait été cool. Mais je suis d'accord avec le Jean sur ça, c'est que il n'y a pas besoin de CM Punk actuellement. Je pense que le catch, en fait. Le catch n'a pas besoin de CM Punk. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais actuellement, les fédères indés n'ont pas nécessairement besoin de gros stars. Et justement, pour aller contre le star system de la WWE, je prends l'exemple symptomatique de Ronda Rousey, qui a fait un très bon début. Moi, j'ai été assez surpris par son début. Et qui, 5 mois après son début, se retrouve déjà championne. Et je trouve que ça, justement, c'est le star system un peu de la WWE qui devrait pas être repris par les fédérés indés. C'est pas un modèle qui pour moi est fiable parce qu'elle risque de dépenser beaucoup de sous dans quelque chose qui va peut-être pas marcher. J'en prends à Impact les exemples de stars qu'ils ont récupéré la WWE, genre Damien Sandow, par exemple, qui est passé, qui a fait un run, ça n'a pas convaincu grand monde. Damien Sandow est pourtant un très bon catcheur, mais ça n'a pas convaincu, alors que pourtant il avait justement tout le star power qu'il avait accumulé à la WWE. Parce qu'il avait changé de nom, mais il était quand même venu. On peut pas se le cacher, quoi. Il est venu en mode je viens de la WWE, regardez-moi, je suis balèze, voilà. Et du coup, il était très push très vite, et en fait, ça marchait pas parce que c'est pas le même style. Ils lui ont filé le Grand Championship qui n'existe plus. Ouais, est-ce que les fédés indés, ils ont souvent, il y a des stars forcément, mais c'est des stars au talent déjà. C'est des gens qui sont beaucoup plus push parce qu'ils le méritent. Parce que. Ouais, Flip Gordon. C'est des. Kenny Omega, il est pas arrivé là où il est grâce à son nom. Il est arrivé là où il est parce qu'il fait des matchs de ouf à chaque fois. Même ce soir, même hier soir. C'était super son match contre Pentagon. Enfin voilà, à chaque fois, Kenny Omega fait que des bons matchs. Et il se retrouve à la fin champion, il n'est pas over-push avec son nom, et après, il faut que le public s'y fasse. Donc moi, ça me va que les fédés indés, en fait, n'aient presque pas de star, en fait, puisque c'est juste, tu catches bien, à la fin, t'as un titre. Voilà, il y a des titres qui sont connus dans les fédés indés, forcément, de toute façon, il y en aura toujours qui sont plus connus que d'autres, mais du coup, pour revenir sur le sujet original, c'était par rapport à CM Punk. Le monde du catch indé n'a pas besoin de CM Punk pour vivre. Voilà, pas besoin d'une superstar, justement, pour reprendre le terme de WWE, pas besoin d'un mec qui, en termes de star power, est au-dessus de toute la scène indé. Ouais. Ce serait très compliqué à booker. Alors, ça se ferait certainement, mais au détriment de qui ? Au détriment de la plupart des catcheurs qui seront dans la fédé. Au détriment de tous les top mid-card, les... Ouais, ce serait... Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'est... Ou soit il faut que ça soit quelque chose d'un peu plus subtil que simplement j'arrive, je prends le petit et je me barre. C'est-à-dire que certains arrivent plus dans un souci de manager, de proposer des choses. C'est-à-dire que... proposer un autre travail d'écriture, quitte limite à débarquer et de jobber, on revient tout le temps à la même fédé, mais certains catcheurs dans la WWE ont trouvé ce genre de poste. Par exemple, Kurt Hawkins qui job comme un taré à côté. Le meilleur jobbeur, je pense, de cette dernière génération, avec son record incroyable de beaucoup trop. Plus de 225, quelque chose comme ça, 230 défaites d'affilée. Et à côté, il est entraîneur. C'est-à-dire qu'il a trouvé un poste qui lui correspond en même temps qu'il job. Moi, je trouve ça bien. Et je pense que s'il devait avoir un star power dans une fédé indépendante, ça serait plutôt sur un poste pas nécessairement. Ouais, un poste à l'arrière. Mais pourquoi pas ? Parce que du coup, ça pourrait donner une place à CM Punk. Parce qu'il ne voudra pas jobber, ça c'est sûr.
Mais, ou alors booker dans une storyline, pas forcément en combattant directement, peut-être quelque chose de très progressif, même s'il fait que gagner. Ça pourrait rebuild le personnage, parce que justement, il faudrait qu'il change de nom, faudrait que. Enfin, voilà, faudrait qu'il se réinstalle, faudrait qu'il rechauffe sa hype, parce qu'il en a beaucoup, mais une fois qu'on l'aura vu 2 fois dans le ring, ça va beaucoup redescendre la hype de le revoir. Parce que là, la hype, c'est qu'il revienne. Une fois qu'il sera là, on va être content qu'il soit là, mais ce sera pas le même niveau de hype que ce qu'il y a maintenant. Donc ouais, peut-être, voilà, y aller doucement, beaucoup plus basé sur une vraie storyline bien solide, qui prend son temps, peut-être que ça ferait à la Lucha Underground peut-être, tu vois. Là où il deviendrait carrément acteur à plein temps, parce qu'ils font plus de storyline que de match là-bas. Et pourquoi pas, il pourrait se présenter un peu comme le sauveur, peut-être le mec qui, à la fin de son parcours initiatique, pourra battre le type masqué invincible, là, je sais plus qui c'est, le frère du manager, le fils du manager, je sais plus. Je suis passé le chien d'apprendre bon, voilà, c'est un mec ultra balèze, qui est au-dessus des autres, et qui est souvent pas là, et souvent fou et enfermé, parce que il se passe n'importe quoi à la Lucha Underground. C'est pour ça que c'est très bien. Regardez la Lucha Underground. C'est très bien. Mais voilà, donc la semaine dernière, on a eu le mariage de Johnny Mundo. Oui. Avec Taya Valkyrie, d'ailleurs. Il était venu tout en vert fluo, c'était magnifique. C'était toutes des couleurs de mariage parfaites, avec un bandana et tout ce qu'il faut. Et peut-être que voilà, dans quelque chose de plus important en termes de storyline et de vraie histoire, plus que du 50-50 booking ou je veux qu'on me respecte, donc je vais tabasser tout le monde, c'est ce qu'on me respecte parce que je suis un heel, ou je vais vaincre tous les heels parce que je suis un gentil, c'est tout ce que je sais faire, voilà la limite de ma personnalité. Une vraie histoire pour réinstaurer CM Punk, ce serait pas mal. Justement, vu qu'il est parti depuis longtemps, le faire revenir doucement pour le faire finir en force dans un gros événement dans un an, All In 2. Ça, ce serait voilà, une vraie possibilité de retour pour CM Punk. Intéressante. Parce que... Mais je leur fais confiance. Je pense que s'ils doivent booker un retour, ce sera pas du hey, j'étais une superstar il y a 10 ans, je vais revenir et toujours super balèze maintenant et immédiatement propulsé dans la course au titre. C'est une bonne idée. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que là, on parle de CM Punk parce qu'il était beaucoup question de CM Punk. Ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de stars. Si on reprend les runs qu'ont eu Sting, Hogan et tout ça à la TNA, à l'époque, ça s'appelait encore TNA. Impact. Dis Impact parce que c'est le nom qu'ils ont toujours gardé. Impact, quand ils étaient à Impact, il y a eu le souci justement que eux, au contraire, c'était les boss et tout ça, c'était les pros, et tac, tout de suite, scène de main event, ils ont gagné tous les titres. Encore Sting, c'est un cas particulier parce que il n'avait jamais été à la WWE, il a toujours été à la WCW. Oui, c'est vrai. Avant, je crois qu'il est passé à la WWF, mais très rapidement. C'est vraiment un petit moment. Ouais, ils n'avaient pas le même nom, donc ça compte pas. Ça compte pas, il me semble. C'est à vérifier. Mais il avait à la fois du star power, mais en même temps, il venait pas d'une autre fédé, donc du coup, il est toujours un peu resté sur la scène indé. Mais Hogan, Flair, Booker T, c'est des gars qui... Scott Steiner, c'est justement des gars qui pour moi c'était un exemple à ne pas faire, et au contraire ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas direct allez les gars, allez dans le main event. Ouais, mais c'était une époque où la TNA récupérait tous les mecs qui partaient. Et voilà, ils disaient bon bah voilà, on va les remettre là, puis comme les gens les connaissent, ça va marcher. Ouais, mais ça... Mais tu vois, on parle de CM Punk, mais regarde Rey Mysterio, qui dit qu'il veut prendre sa retraite après un retour à la WWE. Mais qu'est-ce qu'il va y faire ? Est-ce qu'il va pouvoir être directement propulsé en top card ? Partir vers un titre directement ? Ou alors juste une storyline sans enjeu ? Parce qu'ils peuvent pas juste le mettre, faire regardez, il est de retour après longtemps. Enfin, le Royal Rumble ça compte pas. Et regardez, c'est un mid-quart d'heure. Ce serait pourri. Et ça c'est quelque chose que WWE fera. Ils vont te le ramener en mode ouais, regardez, c'est lui, il est super fort et tout. Il va faire 2 matchs en top card, un match à WrestleMania, et là il aura pris sa retraite.
c'est dommage. Parce qu'il mérite mieux que ça. Voilà, il mériterait un petit dernier run en tant que champion. Allez, même un titre mid-card, ça dépend qui est l'adversaire en fait. Et surtout ça, je pense que si tu propulses contre quelqu'un contre un membre de la B-Team, on va dire, tiens, on va les deux. Si tu propulses contre un membre de la B-Team, ça n'a pas la même gueule que si tu dis Rey Mysterio, il fait son dernier match contre Nakamura, contre AJ Styles, contre. Il y a Contre Seth Rollins, ça marche aussi, ça. Moi, je veux bien n'importe quoi, il faut que ce soit juste construit. Voilà. Et WWE ne construit pas. C'est. Paf, Top Car, Main Event. Alors, pas l'émission Main Event. Et c'est justement quelque chose à pas faire pour la scène indé, donc tout ce système de star power, je pense. En plus, ils ont pas chez les indés, ils ont pas le mythe du retour du catcheur. Le mec est là, le mec est pas là, c'est pas oh mon dieu, machin est de retour. Qu'on entend 50 fois par an à la WWE. Non, et du coup, vu qu'il n'y a pas de star, il n'y a pas de retour de star, et du coup, on peut se concentrer sur le match, sur ce qu'on raconte dans le ring et en dehors du ring, et ça donne all-in. Voilà. Et all-in. Du coup, pour revenir à notre sujet principal, c'est vrai que all-in, le pay-per-view, j'expliquais le jour par un moment, c'est que ce pay-per-view m'a donné l'impression de faire une synthèse du cadre de ces dernières années entre les storylines débiles. Oh là là. Coucou Joey Ryan. Adam Page. Joey Ryan, Adam Page, complètement, c'était pour moi c'était très drôle, c'était parodique de l'Undertaker en plus. Voilà, il y a un côté parodique de l'Undertaker, mais pour remplacer les briques par des bites géantes. Qui était mort de rire, regardez les visages des mecs qui peuvent pas s'empêcher de rire, c'est super. C'est n'importe quoi. Déjà, Joey Ryan, pour moi, c'est un excellent catcher. C'est l'homme qui habite la plus musclée du monde. C'est incroyable. Il est pas mauvais in ring en plus, c'est juste simplement son personnage qui fait que voilà, c'est n'importe quoi. Et puis à un moment d'ailleurs, très belle vidéo, on va vous spoiler parce que c'est pourquoi vous y attendiez. Il y a une vidéo de Joey Ryan qui est complètement, il s'est fait démonter la gueule par Adam Page. Et la vidéo descend au niveau de son caleçon, et puis là son caleçon commence à se lever et puis mais est-ce que sa bite se réveille avant lui? Voilà, et un commentateur Oh my god, it's alive. Elle est en vie. Ce moment-là est assez et pour moi un peu tout ce qui a pu se faire de kitschissime dans les années 90 et même des fois les années 2000 pour certaines fédés qui adoraient cet aspect-là, et c'est quelque chose qui peut encore marcher aujourd'hui. Mais là pour le coup c'est bien parce que c'est un peu je pense que c'est standalone. Je sais pas s'ils vont continuer la rivalité entre les deux, mais là ça marche bien parce que voilà, c'est au milieu d'une soirée où il n'y avait pas d'ambiance particulière à mettre. Les gens ils étaient là pour s'amuser aussi, les catcheurs. Ils sont rire en plus. Oui. Parce qu'il y a 20 ans c'était pas pour rire ces storylines là, c'était pourri et débile et ou sexuel. Mais c'était les vraies storylines, c'était du Triple H, c'était de la nécrophilie, et ça passait à la télé en mode sérieux. Là, tout le monde avait c'était le segment humoristique de la soirée. Ça marchait parce que c'était le seul. Et voilà. Et ça n'a pas duré trop longtemps. C'était après un match. C'était pas un match d'ailleurs, du coup. Et voilà. C'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est pas du. Regardez, mon mec super connu fait du sexe avec une dame qu'on ne respecte pas. Ouais, non, j'ai beau pas avoir vécu cette storyline, je l'ai vu les extraits. Je pense qu'à l'époque, j'aurais été très, très, très perturbé par ça. Oh là là, mais même si on avait été adulte à l'époque, c'est quand même. C'est chaud quoi. C'est chaud. Ça donne une bonne idée, je pense, de ce qu'il y a dans la tête de Vince. Parce que maintenant, il a un petit peu moins le contrôle. Et du coup, ça va, ça s'est calmé. Puis surtout que maintenant, il essaie de faire genre, il aime bien les femmes. Mais alors, à l'époque, il faisait ce qu'il voulait. Et du coup, il donnait le titre, il faisait la nécrophilie à côté, quoi. Enfin, c'est... Ah, mais c'est... Oui, mais c'est... Enfin, on se moque, c'est pas une époque qui était très bénie pour les femmes à l'époque. Oh, à la WWE. Pour les femmes non plus, hein. Très bon jeu de mots, j'apprécie.
Et du coup, voilà, là, on a vraiment l'opposé, comme tu dis, une bonne synthèse de tout ce qu'on a connu. Plein de pics, la WWE, entre les John Cena, les compagnies, là. The Zombie Princess qui fait un Five Knuckle Shuffle, oui. Shuffle, enfin, bref. Oui, c'est... Jimmy Jacobs qui fait You Can See Me, bon, d'accord. Ouais, en plus, c'est, au début, il prend les mouvements, on se dit, bon, c'est peut-être un de ses trucs à lui aussi, mais non, c'est... Non, c'est carrément, il a fait exactement comme John Cena. On a eu les DX sans arrêt, on a eu les beats de l'Undertaker. Oui, ça fait un bon bouquin, ça. Parce que la DX, à la limite, il y avait Billy Gunn dans le match. Billy Gunn qui était un des membres de la DX. Ok, d'accord, mais là, on a eu beaucoup, vraiment beaucoup. Mais le Five Knuckle Shuffle, j'ai vraiment du mal à dire ça. Ça, ce coup-là, pour le coup, il n'y avait pas de raison d'appeler John Cena. Oui, John Cena était là. Il n'y avait pas que Billy Gunn qui faisait le DX, tout le monde le faisait. C'était Battle Royale, c'était un festival, c'était très drôle d'ailleurs. Et c'était très bien aussi. Oui. Et c'était, voilà, les références pleuvaient. D'ailleurs, on a eu une triple powerbomb aussi. Oui. C'était Colt Cabana, Flip Gordon et puis Jay Lethal. Oui. Sur Bully Ray. Sur Bully Ray, d'ailleurs. Mais triple powerbomb, Shield Style. On a eu aussi Jay Lethal qui était habillé en Macho Man Randy Savage. Ah oui, alors complètement, les lunettes, les couleurs. C'était marqué Macho Man derrière. C'était écrit Macho Man dans son dos, oh yeah. Il manquait Miss Elizabeth, et du coup il a essayé de voler Brandy Rhodes, mais elle voulait pas. Elle voulait pas. Il est descendu du coup derrière Macho Man. Et, oui, on a fait 3 de suite. Pour que ça ne suffise pas. Mais clairement, c'est pour ça encore que je parle d'esprit de synthèse, c'est qu'il y a à la fois le côté storyline pourri qu'on a eu à une époque, et puis ce côté-là aussi justement d'un hommage peut-être à une certaine époque qui manque à certains. Et on y savait que j'incarne parfaitement le catch des années 90, début 80, fin 80, début 90. Mais du coup, effectivement, c'est bien, c'est que dans leur pay-per-view, ils n'ont pas ignoré du tout le fait que la WWE existe. Justement, ils ont fait plein de références, et pourtant les fans qui sont venus à All In, ils sont pas venus regarder la WWE, au contraire, justement, c'est une façon de leur faire des gros doigts d'honneur. Regardez, je vais voir des événements de catch plus intéressants en moyenne que vos pay-per-view. Et pour autant, ils ignorent rien, quoi. Tout le monde y est inclus. Voilà, même si la WWE voulait pas être inclus. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas foutre des procès à Cody pour ça. Je pense pas, non, c'est du droit là. Après, je serais cap, mais je pense pas. Je connais pas trop le droit américain sur ça, sur tout ce qui est question du droit à la parodie, parce qu'en France on a le droit à la parodie, donc. On a le droit, mais on nous le laisse pas faire. Voilà, on a le droit, mais on se fait quand même striker. Ouais. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, je sais pas trop comment ça fonctionne comme ça. Comment ça fonctionne pour ça. Mais... Je pense pas que Cody aurait pris des risques. Parce qu'il veut leur faire des gros doigts, mais des gros doigts sans. Tu vois. Parce que s'il perd un procès, il pourra pas faire All-In 2, et je pense que ça me ferait chier. Ouais, parce que là, du coup, le All-In. Je pense que c'est un événement assez fédérateur et puis important pour la scène indie en donnant un premier gros truc. Parce que le deuxième gros truc qui va arriver bientôt, c'est Ring of Honor et NJPW au Madison Square Garden. Ouais, mais oui, c'est ça. Oui, All-In, c'est le début du regarder, il y a une vraie concurrence. C'est aussi bien, c'est meilleur in-ring en moyenne, même s'il y a du AJ Styles et compagnie chez WWE, la moyenne des matchs est bien supérieure à celle de WWE. Et vous avez une vraie alternative maintenant de voir du catch aussi bien, disons, pas forcément meilleur, mais parce que c'est vrai qu'on aime bien aussi les histoires un peu nulles de WWE. Puis certains matchs nous font rêver aussi. Et puis tu fais les matchs, les New Day et compagnie, les Usos, enfin, voilà. Mais du coup, voilà, maintenant, tout le monde le sait. Il y a des gros événements possibles à la concurrence et qui marchent et qui proposent du catch quand même, du catch différent. Et vous pouvez les voir les deux, mais ça va commencer à faire beaucoup de catch.
Et voilà, c'est vrai que là, du coup, ils ont réuni tout le monde. Mais si on voit juste le Madison Square Garden la prochaine fois, là, ils sont juste 2 fédérations. Ouais, Et, mais il va y avoir du monde. Hein. Bah ouais. Les GPW, mine de rien, ils ont un roster Ouais, ils ont un roster énorme aussi. assez conséquent. Ring of Honor, ils ont du monde. Ils ont moins que la NJPW, mais d'un autre côté, ils vont peut-être faire des crossovers. Ils vont faire affronter des catcheurs qui d'habitude s'affrontent pas. Ouais. Et je trouve justement ça intéressant qu'au contraire, ils se soient dit que c'était le moment en fait de s'unir pour se montrer un petit peu plus. Et c'était déjà le cas. Avant, JPW a collaboré avec Impact. Ils avaient collaboré avec la Ring of Honor. Très souvent, ça fait depuis un moment d'ailleurs qu'ils collaborent avec eux. Au Canada, on l'avait déjà vu d'ailleurs, la Ring of Honor. Oui, c'est là où moi je l'ai découvert. Oui, la première fois, ils ne nous avaient pas marqué au point de cette année et l'année dernière. Mais oui, c'est là qu'on l'avait vu la première fois. Et justement, le fait de mettre des collaborations comme ça en disant de plus en plus ça va monter, le fait qu'en France on ait G1 qui diffuse à NJPW, il y a beaucoup de trucs qui font que justement le public français va connaître autre chose que la WWE et c'est pas une mauvaise chose de voir autre chose. Le public français, ouais, mais le public américain encore plus. Oui, parce que. Et c'est cool, parce que même si on oublie All In maintenant, ça a fait de la pub pour toutes les fédérations indépendamment l'une des unes des autres. Moi, après All In, j'ai envie de voir Kenny Omega, parce que le match qu'il a fait était très bien. J'ai aussi envie de voir Pentagon Junior. Et du coup, ça a déjà 2 fédés. Mais j'ai envie de voir Cody, il a fait un bon match. J'ai envie de voir même Nick Aldis. J'ai envie de le revoir, même si, parce que le match était très bon. Et donc, j'ai envie de regarder plein d'autres fédérations. Voilà, moi j'ai envie de revoir Marco Stunt, parce que quand même le mec il fait 1m57. C'est 1m57, il doit faire 60 kg. Il a quand même fait un match, une battle royale qui était incroyable. C'était. La carotte d'Alexa Bliss. Oui, c'est ça, le mec il a 5 foot 2. Et pourtant il a fait un très bon truc. Et c'est là que j'ai trouvé bien en ligne. Sur ce point, je rejoins aussi le Jean, c'est que ça m'a donné envie de voir des catcheurs que j'avais jamais vus avant. Ouais. Justement comme Marco Stunt, mais d'autres personnes encore. Et du coup, pendant le show, je suis allé voir des filles, je me suis dit, tiens, c'est qui ce mec-là dans quelle fédé il est est-ce que je peux capter la fédé? Est-ce que je peux ne pas capter la fédé? Oui, comme ça, je vais pas aller les voir tout le temps, mais au moins, de manière périodique, je vais aller voir ce qu'ils font, je vais aller me renseigner. Et, oui, parce que c'est des catcheurs qu'on connaît moins ou pas du tout. Et il n'y a pas de storyline. Du coup, on était obligé de se concentrer sur l'action in-ring, sur ce qu'ils nous donnaient dans le ring. Et du coup, on a vu des belles choses et vraiment, ça donne envie d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, petite mention à Stéphane Hamel. Oui, c'est vrai, Qui a fait un très bon match contre Daniels. Ouais, Christopher Daniels. C'est pas le meilleur match de la soirée, hein, mais pour un acteur, il s'est donné. Hein. Voilà. Je dirais même que c'est meilleur que son match qu'il avait fait contre Cody à WrestleMania il y a quelques années. Petite rectification, Stéphane Hamel et Cody Rhodes se sont déjà rencontrés dans un ring, mais ce n'était pas à WrestleMania, c'était à SummerSlam 2015, dans un match par équipe entre Stéphane Hamel et Neville contre King Barrett et Stardust, alias Cody Rhodes. Et Stéphane Hamel et Neville avaient gagné ce match. Retour au podcast. Mais après, c'est pas comparable parce qu'il y a eu quand même plusieurs années qui se sont passées. C'est peut-être pas son deuxième match, je trouve qu'il en est d'autant de deux. Là, pour le coup, je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Mais le match qu'il a fait était globalement bon. Et il s'est pris quand même un sacré bump sur une table à un moment. Ah ouais, la vache, ouais. Mais voilà, c'est pas juste un acteur qui vient de gagner une fois à WrestleMania. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, là il revient, il perd. Il perd et il prend des vrais coups, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Bon, déjà, le mec contre Daniels, qui est sûrement pour moi un des catcheurs les plus expérimentés. Vu l'âge qu'il a, ouais. Et un des meilleurs catcheurs avec qui on peut catcher pour se sentir en sécurité. Ouais. On regarde ses matchs. Clairement, moi, si je devais faire un match de catch aux États-Unis, si je pouvais choisir
mon adversaire, je pense qu'il serait dans ma liste, tu vois, d'adversaires avec qui j'aurais envie d'avoir un match. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi, maintenant que tu le dis, moi j'imagine que catcher avec Christopher Daniels, ça passe tout seul. Tu vois, c'est l'impression que ça me donne, moi. C'est que il sait très bien ce qu'il fait, tu prends aucun risque, tu vas pas te faire mal. Peut-être que je raconte des conneries, mais ça me donne cette impression-là quand je le vois catcher. Voilà, et je pense que déjà de l'avoir mis Stéphane Hamel avec lui, c'était une bonne manœuvre. C'était pas le meilleur match de la soirée. Daniel, c'est pas le in-ring le plus fou que j'ai pu voir, c'est un in-ring solide. Mais je me suis pas dit, oh putain, un match que j'ai pas envie de voir, un match qui va me faire chier. J'étais curieux. Hamel, on l'avait déjà vu dans un ring. Daniel, voilà. Et quand je suis ressorti du match, je me suis pas dit, perte de temps. Non, bah non, on s'est dit oui, d'accord. C'était un match tout à fait correct dans la carte. C'était pas, voilà, comme tu dis, c'était pas le meilleur, c'était pas très solide. Mais on a réussi à éloigner Stéphane Hamel de l'acteur qui vient gagner une fois. Voilà. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Et c'est devenu. Non, mais c'est. Maintenant, je peux voir Stéphane Hamel comme un vrai catcheur. Pour moi, Stéphane Hamel, tu vas la voir venir, c'est plus un catcheur que Brock Lesnar. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sur le, tu vois sur le, il donne plus de légitimité parce qu'il se donne plus. Enfin, c'est bon, ou le fait déjà que Brock Lesnar il est costaud, donc le soulever déjà c'est pas évident. Mais Stéphane Hamel, ouais, il a l'air de, il a envie, là, il y va, il veut faire son match, il veut faire bien quoi. Brock Lesnar, quand il vient, il fait bon bah j'ai 3 minutes, payez-moi 2 millions. Enfin, ça oui, voilà. Vu le match, on disait il s'est pris des bumps, mais à côté, il nous a fait un magnifique coast to coast. Oui. Il a sauté à l'autre bout du ring. Technique spéciale des gens qui sont pas catcheurs depuis, mais qui sont pas vraiment catcheurs. Mais qui sont capables, parce que se prendre un bump sur ce bord-là du ring, c'est pas évident. Parce que en gros, pour ceux qui connaissent pas, le ring, c'est un plancher, et au milieu, il y a un système de V1 qui fait que ça rendit, ça permet justement de pouvoir absorber une partie des chocs. Alors, pas tout, là, ça dépend de la manière dont vous chutez. Et t'imagines absorber tous les chocs. Voilà, tout le monde, ça fait rire. Là, t'es tranquille, là. C'est le rêve de beaucoup de catcheurs, mais on l'a pas. Oh non, ça ferait même plus de bruit, ça ferait. Oh non, zut, ma powerbomb. Mec qui fait une powerbomb, l'autre prend un coup de boule quand il remonte. C'est ça. Du coup, ils finissent tous aux urgences à chaque fois, mais c'est pas la faute de la prise, c'est la faute du ring. Et je suis en train d'imaginer la scène, c'est assez ridicule. C'est plus on s'éloigne du centre en fait, moins le vérin forcément on va pouvoir absorber les coups. Donc se prendre un bump juste là, même quand c'est nous qui l'initions, comme a fait Stéphane Hamel en sautant d'un cours à un autre, ça fait pas plaisir. Ouais. C'est on en a eu des bumps sales. On a eu le package pile driver sur le bord du ring là. Attends, c'était Pentagone qui l'a fait. Pentagone sur Kenny Omega. Ah oui, ça c'était même s'il était protégé. Il y a eu celui qui a été corrigé, mais de l'échelle sur la table. Ah oui, Page contre Janela. Non, c'est Janela. Janela. Enfin. On en a eu des pile drivers ce soir. Ouais. Mais beaucoup de pile drivers, pas beaucoup de super kicks. J'ai été étonné. Je me suis dit pourtant c'est les Young Bucks qui sponsorisent la soirée. Bah non, mais ça c'est pas de leur faute. Ils ont pas pu en faire beaucoup parce qu'ils ont été coupés. Oui. Alors, c'est vrai qu'on était un peu surpris de la fin. C'était rapide, c'était en mode. La fin, oui, parce que beaucoup de hype pour le main event. Les Young Bucks, enfin, Rey Mysterio, Kota Ibushi, qui est là. Pour une raison, il était là. Mais il fait partie du Bullet Club IGPW. Ouais. Et à côté, il y avait Phoenix, qui est une star qui est en train de monter et que. Ouais, pareil, l'auguste concurrence, la seule concurrence d'ailleurs du coup de cette soirée-là sur le sol des États-Unis veut faire signer depuis un moment. Je sais pas ce qu'ils vont voilà. Et du coup, le match était très long. Mais le match, ils avaient plus le temps de le diffuser parce qu'il était 5 heures. Du coup, ils ont dû finir rapido. Alors, on a eu le finish et tout, mais alors, ils n'ont même pas eu le temps de célébrer. En fait. 1, 2, 3, millions à la prochaine. Voilà, donc du coup, ça. Dommage. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé des bouts
pour faire rentrer le match des Young Bucks à la fin. Voilà, ils ont coupé la célébration. En plus, c'est pas les Young Bucks qui avaient le plus besoin de pub. Ils sont déjà connus. Voilà, c'est même Kota Ibushi. Enfin, Écoutez, Ibushi, il est connu. voilà. C'est peut-être un peu dommage pour Phoenix du coup. Mais bon, c'était plus important de faire pareil de ceux d'avant. Voilà, puis au niveau des matchs aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'était le côté donc qu'on fait se confronter plein de monde, qu'on fait des matchs qu'on ne ferait jamais. Par exemple, Michaelis contre Cody, qui était très sympa. Ouais. D'ailleurs, pauvre Cody qui s'est bien ouvert. Oh la vache, oui. Ça saigne beaucoup dans ces régions-là, mais il était pas beau. Mais le match est assez ouf. D'ailleurs, ça me rappelle aussi Brandy Rose qui s'est pris une descente du coup de. Ah oui 10. Ça doit pas être agréable, hein, même si. Oui, parce qu'elle a pris dans le dos du coup. Même si, voilà, Ouais, Elvis. c'est lui qui a amorti le choc. Mais mine de rien, il faut qu'il tape un minimum pour que ça fasse le truc. Ouais, c'est ça. Même si je prends ça d'un mec qui fait combien? Il doit faire 110 kilos. Ouais, quelque chose comme ça, c'est quand même un bon gabarit, Magnus, Nicolas. Mais. Nicolas qu'on n'avait pas revu depuis Magnus d'ailleurs. Bah, il était. Je savais pas ce qu'il devenait. Il était sur la scène indé, en fait, il était parti avec le Belfort Wrestling, et après il se promenait pas mal sur la scène indé, et puis. Ouais, content de le revoir, hein, il est doué. Voilà, et encore une fois, All-In, pareil, ça permet de retrouver des gens perdus de vue dans le catch. Mais oui, on a recroisé plein de gens. On a recroisé, elle a beaucoup de Ring of Honor, c'est des gens qu'on connaît un peu, mais là c'est pas que du Nickel Bliss. On a recroisé Cheeseburger. On a recroisé Cheeseburger. Mais oui, tous les Ring of Honor, on les connaît un petit peu quand même. Ouais. Et ils ont pas réussi à placer tous les Ring of Honor, en même temps il y avait. Non, on a retrouvé Mousse. Moi aussi, qui maintenant a l'impact. Hein. Il y est encore. Oui, il y a encore en ce moment. Bon, après, je pense que c'est pareil, il doit pas mal aller sur d'autres scènes indés. Et maintenant, justement, les Indés, ils sont pas liés par contrat de fou. Vous n'avez pas le droit d'aller boire un café chez le voisin. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, donc c'est pratique. Mais donc du coup, un truc qui nous avait marqué dans la soirée, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais je voulais revenir, c'était le fait que les catcheurs avaient l'impression qu'ils s'amusaient. Enfin, s'amuser dans le sens qu'ils prenaient plaisir, qu'ils perdent. Ils passaient tous un bon moment. Ouais. Surtout la Battle Royale. Ah ouais, là, c'était le festival bien plus drôle que Tortue Ninja 3. En même temps, qu'est-ce qui est moins drôle que Tortue Ninja 3 ? On interdit les vannes sur un Romanov tout de suite. Il y avait un réel plaisir, et puis même Page, Hangman Page, Page en jeu. Page, ouais. On va Hangman Page parce que sinon, si je dis Page, après, ça va me faire penser à une autre quelque chose. Moi, c'est pas la quelque chose que ça me fait penser. Ça te fait penser à Charles ? Non, ça me fait penser à la sextape. Ah oui, c'est vrai. Tu comprends même plus les vannes de sexe maintenant, mais non. Où va-t-on ? On va vers Hangman Page. Oh c'est quoi cette transition toute pourrie hein. C'est une transition toute pourrie, mais c'est une transition quand même. Allez, vas-y, parle. Il a pris part à la storyline qui. C'était. Enfin, je reviens sur cette storyline, ça m'a un petit peu marqué quand même. Où quand même, il y a des potes qui parlent. Oh ouais, donc du coup, c'était voilà, quand on vous disait que c'était vraiment totalement des 90, on est dedans. Et pourtant, j'ai pas eu l'impression, après je sais pas s'il est très fort pour cacher de la frustration, mais j'ai pas eu l'impression justement qu'il était là en mode ouais, putain, on m'a mis dans une storyline de merde. Il y a beaucoup de catcheurs, ça se voit quand ils sont dans une storyline de merde et qu'ils veulent pas être là. Surtout chez Vince. Et là, ouais, j'ai l'impression qu'il s'amusait. Tu vois, il s'est dit ouais, bon, allez, on va faire un truc comme ça, c'est rigolo. Le match, pareil, on a senti que lui, comme Janela, ils étaient bien dedans. Ils ont fait des moves qui n'étaient pas évidents, et notamment on parlait tout à l'heure du reverse pile driver de Page à partir d'une échelle sur une table. Oh là là. Qui, très franchement, c'est un move. Moi, ça ne me donne pas envie de le prendre. Ouais, ça va qu'il a amorti en se mettant de côté un peu, parce que waouh. Ça, tu le prends direct, t'es cuit, hein, c'est terminé pour toi. Hein. Ouais, je pense que tu peux arrêter ta carrière. Ah bah tu peux si t'as pas le choix. C'est Steve Austin, bon. Et là justement c'est le genre de move entre deux mecs qui a priori se connaissent pas forcément,
Non, ils ont dû quand même déjà se voir un petit peu avant, mais qui montre que les mecs se faisaient un petit peu confiance, quoi. C'était pas un match de merde qui était simplement en mode vas-y, à toi, à moi, à toi, à moi. C'était oh, bah, tiens, je te fais une souplesse à un moment, tiens, je te fais un slam, ou je te fais une descente de coude, tiens, je te donne un coup de chaise. Non, là, c'était il y avait des beaux spots. Et puis, C'est vrai que c'était le Street Fight. oui, c'est le Chicago Street Fight. Chicago Street Fight. Et, C'est qu'il n'est absolument pas différent de n'importe quel autre Street Fight, ni d'un match sans disqualification, ni d'un Monster Ball, ni d'un no hold barred, ni d'un match unsanctioned. Enfin, c'est oui, c'est sans disqualification. c'est sans disqualification. Mais non, c'est sans disqualification, c'était... La différence, c'est qu'on t'encourage à venir sur le ring avec des armes. C'est ça. Et déjà, Ils n'ont pas combattu en gym. Parce que d'habitude, sur les street fights, ils viennent tous à combattre en on gym. a revu Sam Shaw. Ah oui, c'est vrai, Sam Shaw. Monsieur Introduction n'est pas mort. Voilà. Ceux qui se demandaient si le mec qui était dans l'intro qui se prenait Le F5. le F5 de Gunner sur les chaises est mort, il n'est pas mort, on l'a revu, il était du côté de Cody. C'est ça ou du côté d'Aldis, je sais plus. Non, du côté d'Aldis. Du côté d'Aldis, je crois. Ah, du côté d'Aldis, on l'a reconnu parce qu'il portait des gants. Oui. Et Sam Shaw porte toujours des gants, mais pas des mitaines, hein, des vrais gants. Des gants de Dexter en fait. C'est Dexter ce mec en fait. Ouais, c'est ça, Il est flippant. Et, pas Dexter du laboratoire, hein, Dexter de la série. Oui. Ce mec-là est très flippant, il a été dans plein de storylines flippantes et à base de harcèlement et tout ça. Donc De harcèlement, de drogue, d'ambulance. voilà, c'est très. Il était très flippant comme mec. Et ouais, donc du coup. Et il a disparu après la prise de l'intro. Oui, on a pu revoir Impact et depuis, justement, ça m'a fait plaisir Oui, de le revoir. Oui, mais moi je suis content de savoir qu'il est en vie déjà, qu'il est sorti de l'hôpital. Mais voilà, quand vous disiez que ça permet vraiment de réunir tout le monde, bah, All In, ça a permis de réunir tout le monde. Il aurait dû revenir Sam Shaw. Quoi. Enfin, Ouais, déjà, faut aller chercher quoi. Ça fait ça. bon, il a pas fait grand chose. Hein. On t'aime ça. C'est marrant parce que quand même on a eu pas mal d'anciens WWE, pas des quantités, mais on a eu du Goulirin évidemment, mais on a eu du DDP. Qui était là pour montrer que. Il soutenait, à mon avis, c'est qu'il soutient justement ce genre de truc, il soutient le genre de. Ouais, voilà, et il soutient la cause du. Voilà, il faut de la concurrence. On a eu du Tommy Dreamer. Sacré Tony. Sacré Tommy Dreamer, qui a encore perdu d'ailleurs. Et qui a des pantalons de plus en plus moches. Oh mais c'est fou ça, c'est fou. Je suis d'accord que. Oui, ok, d'accord, c'est des anciens. Ok, d'accord, il y a un style d'une époque qui correspond plus trop à la nôtre. Mais on parlait de la dernière fois des tenues. Et aussi bien, je trouvais ça dommage que les mecs aient à peu près tous la même tenue. Globalement. Oui, ça c'est nul. Aussi bien. Ouais, enfin, faut pas aller dans les opposés aussi. Vous voulez faire les différentes tenues, d'accord, mais garder du bon goût quand même. C'était la minute bitchage. Hein. Mais c'est vrai que ça fait. Non, mais c'est bien de pas avoir juste un slip noir, tu vois. Façon Amy Larkin et Danny Burch. Tu vois. Voilà. Autant les mecs, c'est juste des chauves en slip noir. Autant les mecs sur le ring, ils sont archi solides. Autant niveau gimmick et tout, ça paraît un peu léger. Ouais, ils sont. Mais mettez pas des pantalons comme ça à Tommy Dreamer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des. Ouais, c'est vrai que j'ai mis assez longtemps à mémoriser qui c'était. Et notamment les différencier les deux. Ah, moi je sais pas. Je te montrerai sur les images, je sais qui est mais voilà, c'est toujours cette question de tenue en fait. C'est vrai que là, une différence par exemple pour le catch américain et le catch mexicain, et ça, bon, on l'a vu dans le main event et tout ça, c'est que au catch mexicain, la tenue compte tout autant que le match. Il y a un sacré, il y a un côté presque sacré en fait sur les tenues. Notamment le masque, justement. Maintenant, ça fait suffisamment de storyline pourrie à base de je vais t'enlever ton masque pour qu'on sache à quel point ça compte pour les Mexicains. Oui, alors que justement, ça pourrait être ce sujet d'une autre vidéo sur l'appropriation culturelle au catch. il y aurait pas mal de choses à dire. Oui, parce que c'est salaud, ils enlèvent les masques des luchadors, mais dans des storylines, et du coup ça va. Voilà. Alors qu'au Mexique, tu fais ce genre de match, c'est déjà vraiment que t'en es arrivé à des extrêmes entre les matchs. Et en plus, c'est vraiment un déshonneur. Hein. C'est le déshonneur justement de se voir enlever son masque. C'est en tant que catcheur, tu ne dois pas quitter ton masque. C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever ton masque en public. C'est vraiment.
Ouais. quelque chose qui au Mexique est sacré. Oui, parce que aux USA, t'as le masque d'un mec, au weekly d'après, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est. Ah mon dieu, il a enlevé son masque, lui, de toute façon, autre chose. Ah mon dieu, Malik est très moche en fait. Et c'était DGP. Et ouais, tout est lié. Sacré Manic. Et du coup, on a eu un deuxième petit bout de storyline avec le retour de Chris Jericho. Oui, Jericho qui confirme sa présence sur la scène indé. Qui oui, du coup, parce qu'il relance plus ou moins une storyline avec Kenny Omega. Puisqu'ils sont justement tous les deux champions LGPW. Donc on va en revoir, et j'ai bien envie de voir Kenny Omega contre Chris Jericho. Ouais, un petit deuxième, ça serait pas mal. Hein. C'est ça, justement, c'est pour ça que Jericho a débarqué. Qu'a priori, ils vont peut-être s'affronter sur le Jericho Cruise. Hein. Je ne sais pas. J'espère à la télé quand même, hein, parce que leur premier match était très bien. C'était très bien. C'était pas un niveau de Okada contre Omega, mais ça, Okada contre Omega, c'est un peu. C'est pas grand chose qu'au niveau de Okada contre Omega. Non, c'est autre chose. Okada contre Omega, c'est des mois de beat, c'est une rivalité entre les deux, et je pense que c'est beaucoup d'années d'entraînement en commun. Oui, faut bien se connaître. Et puis, il faut même appeler ça juste une rivalité, tu vois, ça paraît un peu léger. Voilà, c'est pas juste une rivalité. Voilà, c'est autre chose, c'est le conflit du siècle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est Hitler, non, c'est pas aller dans cette direction-là. Arrêtons-nous sur les métaphores. Oui, n'allons pas trop loin. Mais et du coup, Jericho qui redébarque et qui laisse effectivement entendre que les gars, m'oubliez pas. Et un autre truc sur Jericho qui m'a marqué plusieurs fois dans la soirée, c'est que Jericho, il n'a plus un physique de catcheur, mais un physique de catcheur au sens un mec super taillé. Au sens WWE. Voilà, au sens WWE. Ah, écoute, hein, voilà, c'est à chaque fois c'est ça en fait. On nous a imposé beaucoup de standards, et même si la WWE commence elle aussi à s'en débarrasser. Un peu, ouais. Kevin Owens, Joe, Nia Jax aussi. Nia Jax, Strowman. Mais même par exemple des filles comme Alexa Bliss, elles n'ont pas un décolleté mirobolant comme avant déjà aussi. Oui. Et ça, oui, ils les ont rhabillés un peu quand même. Ils sont rhabillés. Et justement sur le physique, c'est bien justement qu'ils aient fait un effort. Ouais. Mais dans la scène indé, ça fait du bien de voir des mecs qui nous ressemblent plus. Des mecs qui sont pas juste des muscles, quoi. Voilà. Brian Cage a suffi pour une soirée pour Voilà, Brian Cage c'est bon, mais lui il a un physique à WWE. Voilà, il a un physique WWE. On se dit, putain, le mec il est impressionnant, mais t'en as pas 10 000, t'es comme lui. Bah non, puis en général, quand t'es impressionnant, moins tu bouges. Donc. C'est pas son cas. Lui, non, mais c'est pas son cas, Brian Cage. Mais beaucoup. Dans l'ensemble, regardez ce que fait Bobby Lashley depuis qu'il est retourné. Voilà. Alors que pourtant, Brian Cage il te fait des standing moonsaults. Oui, mais c'est tranquille. Impressionnant, Brian Cage. Hein. Je pense qu'il a intérêt à pas y aller à WWE. Mais du coup, dans l'ensemble, il n'y avait pas de monstruosité. Le plus balèze, c'était Bully Ray en fait. Voilà. En termes de carrure. En termes de carrière, c'était plus impressionnant. Bully Ray, Brian Cage, comme on disait. Voilà. Et Bully Ray, il a pas un pack de 6 comme on dit. Il est musclé. Hein. Ça, de toute façon, niveau carrure, il est. Mais il est énorme ce mec. Mais tu vois, le championnat du monde poids lourd, Cody. Il fait pas 100 kilos, Cody. Il fait pas 100 kilos, il est très, très fin, très avancé. Enfin, il fait à peine 205, je crois. Il est pas du tout balèze. Et c'est beaucoup plus intéressant à regarder que des mecs qui en font 350. Oui, j'avais fait la remarque que Strowman faisait quasiment le double de Cody. Strowman, il fait la comédie, mais au niveau technique, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, il est très très, très bon sur le ring, mais un ring de monstre, quoi. C'est un ring de mec costaud. C'est pas un ring de technique du tout. Et là, en moyenne, on avait vraiment des... J'ai pas envie de dire des petits mecs, parce que c'était pas des petits mecs, mais des mecs entre 1m75 et 1m80, et puis qui font 80 kg. Voilà, genre par exemple Matt Cross, qui a fait un match formidable. Pour un mec qui avait l'air super vieux. Il a 38 ans. On a regardé 38 ans, mais du coup, il est pas si vieux que ça d'ailleurs. Il a l'air vieux, c'est tout. C'est certainement le cousin d'Adam Cole. Waouh, quel match! Quel match avec MJF aussi, qui est tout jeune par contre. Ah, lui, c'est l'inverse, oui. Par contre, il a pas l'air vieux. Ouais, c'est ça. Lui, il est tout jeune. Ouais. Il fait vraiment tout. En fait, il fait un peu sortie d'école de commerce.
trouve, un petit peu, tu vois, un peu dans le... Ouais, il a l'air un peu de droite, ouais. Oui, effectivement, c'est totalement ça. Ouais, en plus, il s'habille de manière moche, excuse-moi. Ah bah, si c'est pas la confirmation qui nous manquait. Et Donc ouais, et les performances de la soirée, c'est Matt Cross, là, ça y est, j'ai retenu son nom, Matt Cross et Flip Gordon. Oh là là. C'est pareil, on parle beaucoup, et on a beaucoup de parler de Ricochet, d'ailleurs, dans la vidéo sur SummerSlam, on a parlé de Ricochet aussi, alors qu'il n'était pas là. On peut pas laisser le Ricochet maintenant, mais il était pas là non plus. Il n'était pas là non plus, mais pareil, Flip Gordon, c'est... Bon, c'est... Des découvertes, parce que je connaissais pas Matt Cross, Flip Gordon, j'ai entendu son nom une fois, mais pas plus que ça, et waouh, il a fait un bien meilleur match que Jay Little. Hein. Ouais, Jay Little était tranquille. Il était dans son monde, il faisait ce qu'il savait faire, et il s'est pas trop foulé. Ouais, mais il le faisait bien, mais... Alors Flip Gordon, waouh, il s'est donné sur... ça m'intéresse 1 milliard de fois plus de voir Flip Gordon contre Cheeseburger que Goldberg contre Brock Lesnar. Et pourtant, Cheeseburger... Bon, Cheeseburger, c'était peut-être abusé de dire ça. Flip Gordon contre personne, je le regarde juste faire un kata, c'est mortel. Oui, on regarde s'entraîner, c'est plus intéressant. Et justement, toutes les personnes qui, via des nouveaux catcheurs, des nouveaux entrants, découvrir un petit peu ce côté luchador, du fait qu'il n'y ait pas que des... On essaie de rentrer chez nous. Arrêtez tout, magie du montage. Magie du montage, on est là, on est de retour. On a réussi à neutraliser la personne. Je me s'assit dessus. Je suis assis dessus. Allez, sous notre contrôle. Du coup, Flip Gordon. Donc Flip Gordon. Flip Gordon. Et Flip Gordon. Non, mais c'est ça, mais en fait, moi j'ai plus envie de parler que de lui maintenant, parce que il a tellement été impressionnant, tellement convaincant, direct. Après son retour incroyable à la fin de la Battle Royale. Ouais, d'ailleurs, au début, il s'appelait. Je sais pas comment il s'appelait dans la Battle Royale, donc du coup, je l'appelais El Jobber. C'est vrai qu'il ressemblait à. Ben, surtout qu'il a commencé par servir de jobber. Donc... Oh, oui, clairement, une powerbomb à travers une table dès le début. Hein, oui, avant qu'il rentre dans le ring. Sa boulière est arrivée, là, powerbomb, paf. Et ils nous ont fait un coup comme beaucoup de Battle Royale. Un soir, oui, à chaque fois, comme un Royal Rumble sur 2. En fait, il a jamais rentré dedans, donc il n'a pas été éliminé. Et pendant que le méchant célèbre, il arrive. Voilà, coucou Curtis Axel, mais qui n'a pas fait la fin, qui n'est pas revenu dans le ring. Et pourtant, il s'est fait défoncer, Curtis Axel. Oui. Pour autant que Heath Slater la dernière fois. Mais... Et ouais, donc le fait justement que les gens découvrent qu'il n'y ait pas que les Mexicains qui puissent faire des luchadors, ça c'est déjà une bonne chose parce que ça permet d'éviter de dire oh, t'es Mexicain, t'es forcément un luchador. Déjà, ça, c'est totalement faux. En fait, c'est de la bonne appropriation culturelle. Voilà, c'est de se dire, là, ce que font les Mexicains, tout le monde peut le faire parce que c'est un travail. C'est un sacré travail pour faire ce genre de truc. Si de base, tu as une formation gymnaste ou un truc comme ça, c'est très bien. Mais c'est justement très bien d'avoir montré Ricochet, mais maintenant aussi Flip Gordon et tous les autres. Caprice Coleman aussi, d'ailleurs. Donc, il était... c'est un bon high flyer. Ricochet, c'est un très bon exemple parce que du coup, lui, il va se retrouver hyper médiatisé dans pas longtemps. Voilà. Dès qu'il sera call-up, tout le monde va le voir. Et du coup, ça va montrer à tout le monde que c'est possible et que c'est pas limité aux Mexicains. Voilà. Et de toute façon, après, comme il y a aussi Alberto Del Rio qui est mexicain, qui n'est pas un luchador. En fait. Oui, ça aussi, c'est vrai. C'est justement. Oui, mais lui, il n'existe plus vraiment. Non, pas trop. Alberto Del Patron. El Patron, ouais. Je sais pas. Je sais même pas où il est d'ailleurs. Je sais pas, je pense qu'il doit être sur. Pareil, il doit prison. catcher en. Il est caché en prison. Quoique. Non, je pense qu'il doit être sur SNRD en ce moment. Le CNRD dont on parle pas, parce qu'il a quand même pas été invité. Hein. Non, il n'a pas été. En même temps, je crois pas qu'ils soient en odeur de sainteté parmi. Et du coup, voilà, pour moi, c'est intéressant que justement, au fur et à mesure, on découvre qu'il y a des luchadors qui ne sont pas mexicains. Ça, c'est ouais, mais du coup, faut presque même se débarrasser du terme luchador en fait. Voilà, c'est du high flyer. Bah, même pas forcément, c'est juste avec Agile en fait. Voilà, ce que la WWE a un peu échoué avec 205 Live, je trouve que c'est 205 Live, l'idée c'était de réunir des poids légers, des poids moyens, mais moyens légers. Et aussi bien ils en ont réuni quelques-uns, Cédric Alexander, Mustafa Ali,
Ils ont fait du bon recrutement, mais le fait que ça prenne pas trop auprès du public. Moi, ça me donne pas cette ambiance de high flyer, ça me donne cette ambiance de petit bonhomme. Mais j'ai pas même s'ils font des stunts cool, je suis trop pris par le fait que c'est les petits dont on voit pas sur le vrai roster. Dire en fait on veut pas de vous parce que vous avez pas la carrure, mais vous êtes tellement nombreux qu'on peut en faire une division. Oui. Ouais, mais c'est ça, carrément. Carrément, c'est comme si on les mettait sur Main Event en fait. Vous êtes personne, mais vous êtes plein. Donc du coup on va vous donner un truc à faire. Vous allez faire quelque chose, ouais. Et justement là je pense qu'il y a un deuxième créneau à prendre avec ça, avec Ricochet qui arrive, qui clairement, s'il atterrit à 205 Live, c'est la mort de. Oui, puis plus que 205 largement. Bon, il peut aller directement sur les main events, sur les weekly Raw et SmackDown. De toute façon. Ouais, mais faut un SmackDown. Parce qu'à Raw, il n'y a pas de place. Il pourra même pas aller vers un titre mid-card à Raw. Le titre mid-card à Raw, pour l'instant, c'est Seth Rollins. Qui vaut plus que du mid-card. Puis voilà, mais tu peux pas comparer maintenant, en termes de booking WWE, Ricochet et Seth Rollins. Non, on peut pas. Non, c'est pas. Voilà, Seth Rollins, c'est du star power bien plus grand, et comme il marche là-bas au star power. Et puis là, justement, Flip Gordon et d'autres personnes, encore il y en a d'autres, vont permettre, j'espère, justement, au public français, au public européen, au public américain, de découvrir d'autres high flyers du coup de qualité. Et à partir d'un an, je propose qu'on bannisse Luchador de notre vocabulaire et qu'on dise high flyer. C'est peut-être un peu exagéré, hein. Non, faut pas ça exagérer, monsieur. Ah bon. Non, au moins qu'on vire la connotation de Luchador. Qu'on enlève la connotation mexicaine, et qu'on démocratise un nouveau style en fait. Un style qu'on laissait aux Mexicains, et encore d'ailleurs, et que maintenant, on peut être un catcheur d'aussi bonne qualité en étant petit et agile qu'en étant juste énorme. Ouais. Du coup, ça rend quand même compliqué les confrontations entre les petits et les grands. Faut voir que même là, Kevin Owens contre Braun Strowman, Kevin Owens qui est pas du tout un petit, c'est déjà un bon gros gabarit, ça devenait ridicule face à Braun Strowman. Imaginez Flip Gordon contre Braun Strowman. La seule façon de booker un match comme ça, ce serait de faire rebondir sur Braun Strowman qui ne vend pas les coups. C'est ça. Tu pourrais rien faire d'autre. Et qui ne vend pas les coups parce que justement, ça serait dans la logique du match qu'il les vende pas en fait. Oui, parce qu'il est trop gros, il est trop balèze. C'est le mec qui essaye de faire un crossbody dessus. Un springboard crossbody. Ou ce que tu veux, ou même voilà. Là, s'il fait une shooting star, le seul truc qu'il sait faire, c'est atterrir pour le Power Slam. Voilà. Donc est-ce qu'il faut juste laisser tous les méga balèzes à la WWE et on n'en parle plus? Ce serait une solution aussi, pas très intéressante. La WWE ne serait plus intéressante à partir de ce moment-là. Elle a déjà du mal à être intéressante. Elle a du mal à être intéressante sur pas mal de niveaux. Il y a comme on disait au début, il y a des niveaux qui sont super intéressants. La mid-card à Raw, enfin non, globalement, petite intercontinentale a réussi à toujours à peu près être intéressant. C'est vrai. Dès que c'est le Miz qui l'a, c'est super. Rollins. Dès que c'est Rollins qui l'a, il a fait très bon. Ziggler. Oui. Même Ambrose a réussi à être intéressant. Ouais, c'est souvent plus intéressant que la top card en fait. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres niveaux où c'est pas intéressant parce que ils sont trop de monde déjà. Et ça, c'est beaucoup. Et ça, c'est un problème qu'on pourra aborder plus tard parce que la vidéo commence. Oui, on va finir. Un peu longue, mais justement, le fait que la WWE, elle, en fait, recrute beaucoup de monde sans rien en faire, il y a un côté, en fait, ils désaturent le marché au niveau des têtes d'affiche, ce qui fait qu'il y a d'autres têtes d'affiche qui peuvent émerger. Ça, c'est le point positif, et le point négatif, c'est que du coup, les têtes d'affiche, on les voit pas. Regardez, Gunner. Gunner, c'est pas une tête d'affiche, mais c'est un catcheur qu'on a apprécié. Qu'on voyait régulièrement chez TNA. Et là, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu? Ça fait depuis 2014-2015 qu'il est NXT. Ouais. On le voit que maintenant. On l'a vu 10 secondes dans le bureau de William Regal. Il a quasiment pas parlé. Il a juste dit un truc. Il est là. Voilà. Mais on n'a pas juste envie qu'il soit là, nos copains.
Voilà, on veut les voir catcher. Gunner, voilà, si tu nous regardes, je sais pas, catch. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, soit vous les libérez, soit vous en faites quelque chose, mais juste les stocker pour que les autres les aient pas, déjà c'est pas très réglo. Ils sont des sous. Et ensuite, c'est pas intéressant, surtout. Bah, Au-delà de la morale, quoi. c'est pas intéressant pour nous, parce que du coup, on rate des talents qui étaient là, qui ont émergé d'un coup, et puis qui peuvent pas s'exprimer, parce que on a beau dire la NXT, on voit la moitié des catcheurs. Il y a beaucoup de catcheurs qu'on voit pas depuis un moment, et qui sont NXT toujours. Sur le main roster, c'est pareil, il y a plein de catcheurs qui sont inutilisés, même à SmackDown. Pourtant, SmackDown, ils sont moins, mais pareil, ils peuvent pas utiliser tout le monde. Ils ont pas de la place. Sur les pay-per-view, maintenant que tous les pay-per-view sont co-branded, c'est Encore plus saturé, oui. c'est saturé. T'as les pay-per-view qui durent 4 heures. T'es obligé de faire des squash match pour que ça puisse tenir. C'est. Beaucoup, faites-en au moins 3 ou 4 à chaque fois. Et je trouve ça dommage, justement, ça, c'est le côté négatif, justement, c'est qu'on les voit plus. Le côté positif, c'est que ça permet de faire émerger d'autres personnes. Mais c'est ça. Ils vendent au Star Power. Ouais. Ils vendent sur le merchandising, et sauf Roman Reigns. Et c'est tout. Du coup, bah voilà, on en voit 5 ou 6. Et voilà. C'est un gros problème. Retirer des promos pour faire plus de matchs. Oui, et le temps perdu qu'on a à chaque pay-per-view, regardez ce qu'ils ont fait à All-In. 0 promo. Le match est prévu, faites le match, on sait ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, il ne s'est rien passé avant. Mais... ça s'est enchaîné en général. C'est vrai que, excepté Page et Jericho, il n'y a pas eu de promo. C'est encore. Page, c'était pas vraiment une promo, c'était la fin de l'histoire. C'était mais en plus, c'est des promos qui sont pas juste des vidéos package, quoi. Ouais, c'est pas juste un résumé vidéo de ce qui s'est passé qui dure 10 minutes. Pour un match de 15. Il y a eu avant et après, quoi, c'est ça. Ah oui, c'était quel match à SummerSlam où ils avaient fait le coup de nous faire un. Je crois que c'était Strowman Owens. Strowman Owens, le vidéo package pour raconter leur rivalité était plus long que leur match. Bah oui, largement. Sans compter l'entrée. Hein. Si on compte l'entrée, c'est à peu près aussi long. Mais mais les entrées, on s'en fout. Mais voilà, donc du coup, ce système-là. Et après, il y a un autre effet pervers, parce que je dis, effectivement, ça permet de voir émerger d'autres talents. Mais qu'est-ce qui va se passer si un joueur à WWE se dit, ouais, écoutez, on fait plus ça. On arrête de désaturer le marché, on renvoie tous ceux qu'on n'utilise pas chez eux. Ils vont te balancer 300 superstars dans tous les coins. Dans toute la nature. À moins d'ouvrir d'autres fédés à d'autres endroits. Bonne technique. Voilà. Mais sinon, oui, ça va devenir n'importe quoi. On va avoir une scène qui va être ultra saturée, il n'y aura pas de place pour les nouveaux. C'est ça l'effet à long terme, en fait. Très compliqué. Oui. Je pense que là, la WWE s'est embarquée dans quelque chose qu'elle risque de ne pas maîtriser, mais dont elle s'en fout parce qu'elle a tout ce qu'elle peut. Elle a les moyens, voilà. Sauf pour les feux d'artifice. Sinon, elle a les moyens. Alors qu'à All-In, il y avait des feux d'artifice. À All-In, il y avait des lance-flammes, il y avait de la fumée, des feux d'artifice, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui, donc du coup, le problème, c'est effectivement cette désaturation. Mais on reviendra plus en long, large en travers sur ça plus tard. Oui, parce que là, on parle plus du tout de All-In maintenant. On part sur le fait que la WWE, c'est des gros cons. Surtout Vince. Et puis voilà, donc All-In, très bonne expérience à tenter. On va juste spoiler un match un moment, mais sinon on va se regarder. Regardez, oui. Alors, de toute façon, il n'y a pas de storyline derrière, donc c'est pas bien grave le résultat. C'est juste toujours pour le Bullet Club. Sauf un. Il y a un indice. C'est pas celui qu'on a spoilé, bien. C'est pas Page, c'est pas Web, c'est pas Cody. Oui, c'est vrai. Bon voilà, c'était All-In. C'était très bien, c'était à la hauteur de nos attentes, de la hype que ça avait construit. Vivement le prochain. Vivement le prochain. Et peut-être le dernier souhait que j'aurais, ça aurait été un match de femmes de plus. Il n'y en a qu'un seul vrai. En fait. Oui, c'est vrai. C'est peut-être juste ça. Alors pourtant, qui était bien, mais pas à élimination comme on aurait voulu. Voilà, c'est parce que c'était le Four Corner Survival, et en fait c'est un Fatal 4 Way. Voilà, c'est un match de femmes de plus parce que, pareil, la scène indé, il y a des femmes, je suis désolé. Il y a des femmes indépendantes dans le monde. Il faut leur donner de la place aussi. Évidemment, sur un truc comme All-In. Ils ont donné de la place à Brandi Rhodes qui est venu plusieurs fois dans différentes tenues. Oui, et Tessa Blanchard aussi. Tessa Blanchard. Enfin, les 4 ont fait du très bon boulot sur le match. Oui, c'était un bon match avec les femmes aussi. Voilà, donc c'est peut-être juste le seul regret que j'ai sur All-In, sinon. Ouais, bah oui, parce que pourtant, des femmes.
Oui, puis quoi. oui, c'est pareil. All-in, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses à faire, ils ont un peu subi le problème SummerSlam, c'est que beaucoup de trucs, en finalement peu de temps. Bah oui, mais du coup, à tel point qu'ils ont dû couper la fin. Donc peut-être un all-in plus long, peut-être mettre d'autres. Plus long, Non, pas plus long, mais mais différemment construit. dans le kick-off, il y a eu beaucoup de pauses, peut-être. Du coup, peut-être c'est là où il faudrait aller Peut-être chercher. désaturer, faire moins de matchs. Parce que là, il y en avait 10, 12 avec le kick-off, quelque chose comme ça. Non, peut-être 10. 10. Il y avait 10. beaucoup de matchs longs, parce que c'est des matchs, des bons matchs, désolé. Et ouais, du coup, ça laissait pas beaucoup de temps pour de flexibilité. Donc du coup, ouais. c'est juste mon seul regret, sinon on très bien aller regarder. Ouais, Ça va être disponible bientôt sur NJPW, ils vont le proposer. ouais. Donc allez-y, vraiment n'hésitez pas. Allez-y, puis nous on se retrouve pour soit Hell in a Cell ou d'autres pay-per-view, je sais pas. Ouais, vivement Jeff Hardy contre McGregor. Dans un Hell in a Cell, seul match en Hell in a Cell du truc. A priori. Enfin bref. À la prochaine. Salut. Salut.